Parfait. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence en ligne sur la digitalisation au Maroc. Je suis Zakaria Ayman, je suis le président du Centre marocain des jeunes pour les études stratégiques. J'ai l'honneur de modérer cette session aujourd'hui. Nous allons explorer un sujet d'une importance cruciale pour l'avenir de notre pays. Ça concerne vraiment la digitalisation et son impact sur les divers secteurs économiques, éducatifs et entrepreneuriaux. Également, vous savez que la transformation numérique représente aujourd'hui une opportunité unique et de moderniser nos structures et d'améliorer également l'accès aux services, d'accélérer le développement économique au Maroc. Et cependant, également, elle présente aussi des défis majeurs que nous devons comprendre et surmonter. Et c'est le but et l'objectif de notre conférence aujourd'hui, afin de réfléchir à l'état actuel de la digitalisation au Maroc et aussi aux perspectives futures. Et nous aurons le plaisir d'écouter plusieurs intervenants de renom qui vont bien sûr partager avec nous leur point de vue et leur expertise sur les différents aspects de la digitalisation. Ces échanges nous permettront de mieux comprendre comment cette révolution numérique façonne déjà notre quotidien et comment elle continuera à transformer notre avenir. Et sans plus tarder, permettez-moi de donner la parole à notre premier intervenant, c'est Monsieur Youssef Larcha. C'est le chef de la commission de la technologie innovation, qu'on va bien sûr savoir la digitalisation au Maroc et son importance et son état actuel. Monsieur Youssef, bonsoir. Bonsoir, c'est Ayman. Bonsoir, J'espère que c'est vous allez bien. Adil. Très bien, monsieur Youssef Elouani. Je suis très, très content et très honoré d'être présent, en fait, à ce, à ce live. Et le sujet est très, très intéressant, très important, qui est d'actualité. Et j'espère que que mon intervention sera, en fait, de qualité et je pourrais apporter un petit peu plus d'informations et d'éclairage sur ce sujet. Merci Simon de nous avoir intégrés en fait et de permettre en fait d'éclairer cet échange. Merci, Monsieur Youssef, et le plaisir est partagé. En premier temps, on voudrait savoir certainement quel est l'impact actuel de la digitalisation sur les différents secteurs économiques au Maroc et quelles sont les priorités pour son développement futur. À vous la parole, monsieur. Très bien. Donc si on parle en fait sur l'impact actuel de la digitalisation ou l'état actuel de la digitalisation ainsi que les priorités qui sont attendues de ce que c'est que cette digitalisation. Le chantier, en fait, le chantier dans son ensemble a été initié depuis à peu près une quinzaine d'années en fait au Maroc, c'est-à-dire depuis que Internet, moi je me souviens en fait de l'émergence ou de la première fois que j'ai entendu parler en fait de la digitalisation, c'est-à-dire l'émergence d'Internet et la démocratisation d'Internet au Maroc. C'était au début des années 2000. Donc on peut dire qu'il y a à peu près 15 ans qu'il y a plusieurs chantiers qui ont été investis dans ce sens-là. Et donc le Maroc, la digitalisation au Maroc a un impact croissant sur plusieurs secteurs. Donc c'est-à-dire que chaque secteur, ou si on parle en fait du secteur public, chaque secteur ou chaque ministère en fait a entrepris son propre projet en fait de digitalisation, que ce soit les impôts, que ce soit la CNSS, la sécurité sociale, que ce soit la santé. Donc chaque ministère après pour chaque gouvernement en fait il y a eu des il y a eu il y a eu en fait des avancées ou des projets. On va pas aller en fait en fait sur sur chaque projet, mais on va donner un petit peu. Je vais essayer de donner un petit peu l'état des lieux après ces 15 années en fait de chantier, son impact et les priorités pour chaque secteur. Le secteur en fait en Maroc en fait qui a avancé le plus vite, très très vite dans la digitalisation au Maroc, c'est le secteur bancaire et financier. C'est-à-dire que le secteur bancaire a entrepris en fait beaucoup de travail en fait sur la digitalisation et la transformation des services qu'il donne, c'est-à-dire on a été amené en fait les banques ont compris qu'il fallait lancer en fait des services
en ligne sur le web et après en fait à partir des années 2010 des applications en fait sur le téléphone portable. Donc cette digitalisation, l'impact de cette digitalisation a transformé les services financiers et l'adoption du mobile banking. Et c'est ce mobile banking, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des plateformes de paiement en ligne, de paiement mobile via les applications, comme chaque application pour chaque banque, via lesquelles en fait il a été plus facile, c'est devenu plus facile, et c'est le cas. C'est-à-dire le Maroc est parmi les pionniers en fait sur le continent africain et qui a sur le secteur bancaire et financier qui a adopté en fait le mobile banking et les paiements en ligne via en fait cette prise de conscience de la digitalisation. La priorité qui reste toujours pour le secteur bancaire et financier, c'est de promouvoir l'adoption massive des services financiers numériques. Pourquoi? Parce que ces services-là, en fait, c'est vrai qu'ils existent, mais tout le monde, c'est-à-dire tous les Marocains, ne sont pas bancarisés. C'est-à-dire il y a une différence entre les personnes en fait qui se trouvent dans les grandes et moyennes villes et les personnes en fait qui se trouvent dans la campagne marocaine. En fait, c'est-à-dire que c'est la bancarisation. Bancariser les personnes en fait qui ne le sont pas va renforcer en fait la digitalisation et la simplification des paiements. Donc c'est ça en fait la priorité pour le secteur bancaire. Si je veux parler, pardon, le secteur de l'agriculture, la digitalisation a touché aussi en fait le secteur de l'agriculture. Le projet du Maroc vert a essayé de pousser le secteur de l'agriculture à adopter en fait des solutions en fait de digitalisation. Comment ça? Par l'Internet des objets, c'est-à-dire maintenant le goutte à goutte par exemple, ou euh, c'est-à-dire la gestion des grandes et petites surfaces et on va revenir sur en fait la gestion de l'eau peut devenir digitalisable, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, Internet of Things, les drones, les capteurs pour optimiser la gestion des ressources, que ce soit l'eau, que ce soit les intrants, que ce soit l'électricité qui est utilisée. Tout cela, c'est pour améliorer le rendement. Le projet du Maroc vert a poussé les agriculteurs à adopter cela. Il y a toujours du travail à faire. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup en fait de formation. Ça demande aussi en fait de la puissance financière, c'est-à-dire ça demande de l'argent. Et donc la priorité, c'est quoi? Pour le domaine de l'agriculture, le secteur de l'agriculture, c'est de déployer des solutions d'agriculture intelligente, c'est-à-dire on va sortir en fait de l'agriculture qui est connue qui était connue pour que ça soit, c'est-à-dire que ça soit pour l'agriculture avec une taille moyenne en fait de terre ou que ce soit pour les grands agriculteurs. Donc déployer les solutions d'agriculture intelligente à la plus grande échelle et de sensibiliser les petites agriculteurs par des formations, par de la sensibilisation aux avantages technologiques. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des avantages. Pourquoi on parle de digitalisation? C'est pour faciliter et pour économiser et pour avoir un rendement supérieur et de développer des infrastructures d'information agricole, c'est-à-dire pour avoir un état des lieux de l'agriculture marocaine et de pouvoir avoir des KPI pour pouvoir gérer d'une manière efficiente en fait l'agriculture. Je vais parler du secteur de commerce et distribution. Le secteur du commerce et de distribution a commencé par l'e-commerce qu'on appelle l'électronic commerce. Ça a commencé depuis à peu près une dizaine d'années, mais la crise du Covid l'a vraiment propulsé vers l'avant, c'est-à-dire ça, ça a mis ça a mis en fait en évidence que la digitalisation a permis à des personnes en fait qui sont restées cloîtrées dans leur maison suite à la pandémie en fait de toujours rester acheter, de toujours acheter et de toujours en fait se ressourcer par des biens, par des services. Et c'est le Covid
on va dire, grâce au Covid, même si en fait cette pandémie a été malheureuse en fait pour tout le monde, mais grâce au Covid, beaucoup de plateformes, je vais pas citer de nom, tout le monde connaît un petit peu en fait les têtes les têtes de liste en fait, les têtes de liste en fait de cette plateforme-là. Il y a eu aussi en fait des plateformes de distribution que ce soit en fait de distribution, que ce soit des plateformes d'e-commerce en fait qui présentent des services, mais plus en fait des biens à acheter et aussi en fait pour ramener cette marchandise à la maison, c'est-à-dire la livraison rapide. Et donc la priorité c'est quoi? Pour le commerce et la distribution, la priorité maintenant, c'est d'améliorer toujours la logistique, de proposer en fait de nouvelles solutions logistiques pour des livraisons encore plus rapides. À la place de 24 heures ou à la place de 48 heures, c'est devenu 24 heures. À la place de 24 heures, il faut aller à 12 heures. Donc, c'est élargir l'accès et la rapidité en fait de la livraison et améliorer la logistique. La digitalisation, elle est au cœur de ce processus-là. Je vais parler des secteurs publics. Le secteur public est la priorité des priorités, c'est-à-dire l'état des lieux du secteur public au Maroc et l'impact en fait, l'impact du secteur public en est un petit peu malgré la bonne volonté en fait de tous les tenants et aboutissant en fait de ces projets, on est quand même face au secteur privé, il y a beaucoup de travail à faire. Je vais juste parler d'un exemple en fait qui m'a vraiment marqué. Je vais parler de la CNSS. La CNSS a radicalement et elle a fait un travail énorme en fait dans l'amélioration. J'ai été vraiment surpris. Pourquoi? Parce que personnellement en fait, dernièrement, la CNSS m'a permis en fait de faciliter beaucoup de procédures et de choses administratives à la place de ramener le papier ou à la place de ramener une déclaration papier jusqu'à maintenant la CNSS est devenue vraiment à la tête des services publics. Il faudra que les autres services publics puissent suivre. Si Ayman ainsi que mes chers collègues, il y a 2 jours en fait, il y a eu le lancement en fait d'un programme qui s'appelle le Digital Morocco 2030 sous l'égide de Madame la ministre Rita Messour, qui est la ministre en fait déléguée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Il y a 2 jours, il y a eu le début et la présentation officielle de la feuille de route du Digital Morocco 2030. Ce projet-là, il vise à faire du Maroc un acteur, à ce qu'ils disent, je cite, un acteur incontournable du numérique sur la scène internationale. Donc, il y a en fait une volonté et il faudra toujours en fait que cette volonté soit réitérée chaque année pour que ça ne puisse pas en fait partir. Et donc la priorité, si je peux dire, pour le service public, c'est d'accélérer. Il faudra vraiment accélérer la transformation numérique des administrations pour garantir l'interopérabilité des systèmes publics, c'est-à-dire qu'il faudra que la CNSS puisse converser avec les impôts, que les impôts puissent converser avec la douane. Et donc il y a beaucoup de travail à faire et donc le secteur public a encore du travail, il faudra renforcer cela. Je pourrais parler dernièrement euh, pour ne pas faire tarder l'assistant. Monopoliser la parole. Voilà, monopoliser la parole. Je peux parler en fait de l'impact de la digitalisation dans l'éducation et la formation. C'est quelque chose dans lequel j'y travaille en tant qu'entrepreneur en fait sur la partie moi à la base en fait je suis informaticien, je gère des projets et parmi les projets c'est de la digitalisation des services d'éducation et de formation par lequel on va maintenant et surtout il y a toujours le Covid. Le Covid a été vraiment un, euh, un précurseur en fait de changement. C'est maintenant il faudra que l'enseignement soit en ligne
il doit être intensifié, c'est-à-dire il doit être intensifié en ligne et présenter en fait des, euh, des portails et accroître l'accès aux technologies numériques dans les écoles, que ce soit en ville et encore plus dans les écoles rurales. Donc, renforcer la 5G, la 5G pour que la digitalisation, quand on parle de digitalisation, c'est-à-dire qu'on passe par Internet. Et donc, quand on passe par Internet, il nous faudra en fait passer par la 5G ou par la fibre optique. Et donc, les écoles rurales ou les écoles du Maroc doivent maintenant être digitalisation. Il y a le projet de Madrasa Raïda actuellement qui est en test sur à peu près 2300 écoles. Et donc là, je peux dire en fait que le chantier, il est en route. Je pourrais parler dernièrement, très très dernièrement, de la santé et de la télémédecine. La télémédecine, maintenant, ça devient quelque chose qui est en cours, qui se base sur la digitalisation. Donc en définitive, le Maroc, pour dire que le Maroc, il est bien positionné pour bénéficier de la digitalisation. Pourquoi? Parce que nous avons des opérateurs télécoms qui sont parmi les meilleurs. Nous avons notre opérateur national qui est quasiment africain, c'est-à-dire il se trouve en Afrique. Et donc, le Maroc est très bien positionné pour la digitalisation, mais une collaboration étroite entre le secteur privé, le secteur public et les citoyens sera essentielle pour maximiser les avantages de cette digitalisation. C'est clair, Monsieur Youssef. Vous avez fait une présentation bien ficelée, détaillée sur la digitalisation au Maroc. On a bien compris d'après votre intervention que le Maroc, il est vers un développement, une concentration, un engagement à 100% pour développer la digitalisation au Maroc sur différents secteurs. Vous avez parlé de l'enseignement, l'administration, la santé, l'agriculture. Ce sont des axes très importants pour développer les secteurs économiques au Maroc. Donc, Effectivement. je tiens à vous remercier pour cette belle intervention. Je passe maintenant à Monsieur Adil Kondah. Si vous pouvez juste ouvrir le micro. Vous êtes un conseiller de Dar Moukawil. Vous avez travaillé sur plusieurs programmes d'entrepreneuriat, passant par le Moukawil Daji, Intelaqa, Força et d'autres programmes d'entrepreneuriat. Dans ce sens-là, je tiens à vous remercier d'avoir en premier temps accepté l'invitation d'assister à cette conférence-là. Bonsoir, Monsieur Adil. Bonsoir à tous. Merci Si Aymen pour cette invitation-là. Donc, je vais saisir cette occasion pour présenter brièvement le concept de Dar Moukawil, donc pour lui donner une idée générale sur les activités de Dar Moukawil. Donc, Dar Moukawil, c'est une initiative qui a été lancée par Tijari Wafa Bank en 2016, donc dans le but de répondre à des attentes qui dépassent le métier bancaire, ainsi que d'aider les entrepreneurs à surmonter des nouveaux défis. Donc, au niveau de Casa, il y a deux centres. Donc, un centre qui est situé à Yaqoub Mansour, c'est le centre Casa Centre, c'est le centre Casa Centre, et un autre centre à Casa Mdiouna. Donc, à l'échelle nationale, 22 centres. Dar Moukawil a deux plateformes. Une plateforme web, c'est dalmoukawil.com, et les plateformes physiques, ce sont les centres. Parfait. Donc, les principaux missions sont la formation, le conseil, la mise en relation et l'information. Excellent. Donc, la différence entre un centre Dar Moukawil et une agence bancaire, c'est le service non financier, dont on dispose dans notre centre on dispose des salles de formation et des séminaires. La différence aussi, c'est que Dar Moukawil, c'est comme كما كنقولوا اسم على مسمى. Donc, on essaie toujours. C'est la maison de l'entrepreneur. Oui, c'est ça. Donc, on prend en charge dès la phase de l'idéation jusqu'à la phase de concrétisation sur le terrain. Donc, donc on peut résumer Dar Moukawil par une combinaison entre un commercial expert et un conseiller accompagnateur. Parfait. Donc, d'après cette présentation, ça se voit que vous travaillez directement avec les jeunes, avec les personnes qui portent des idées, des projets afin de les concrétiser sur le terrain. Vous faites de l'accompagnement de A à Z.
pour réaliser des projets sur le terrain, bien sûr des projets qui portent des idées convenables et qui peuvent être convertir directement à la réalité. Sur ce volet-là, on voudrait savoir en premier temps comment vous voyez que la digitalisation peut faciliter l'accès aux jeunes entrepreneurs directement sur le marché, de donner un coup de pouce et de faciliter leur vision, leur accès, leur mise en place sur le marché par rapport à la concurrence accrue, par rapport au développement, par rapport à un échange qui est aujourd'hui successif et qui présente beaucoup de perspectives d'évolution. Donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, la digitalisation occupe une place de plus en plus prépondérante, tant dans le milieu professionnel qu'à domicile. Donc, aujourd'hui, on travaille avec les commerçants, les artisans, les professions libérales. Donc, et on constate qu'ils adaptent plutôt leur stratégie en se tournant vers le digital. Donc, ce virage numérique est essentiel pour maintenir et développer leurs activités, bien sûr, donc leur permettant de mieux répondre aux exigences du marché, Donc, et d'améliorer leur visibilité et d'optimiser leur productivité dans un environnement en pleine transformation. Donc, aussi l'utilisation d'Internet et encore plus particulièrement du smartphone est grandissante chaque année et touche les plus jeunes comme les plus âgés, bien sûr. Donc, aujourd'hui, avec nos smartphones, on peut acheter, travailler, gérer notre quotidien et même encore s'informer de tout ce qui peut nous aider dans notre vie quotidienne. Donc, est devenu une commodité pour tout un chacun. Donc, ce constat, je pense que ce constat-là est généralisé, démontre que l'intégration de la digitalisation dans son entreprise est peut-être nécessaire dans votre stratégie. Donc, aujourd'hui, c'est primordial plutôt d'intégrer la digitalisation dans sa figure de développement, ou dans sa stratégie de développement. Donc, aujourd'hui, il s'agit plus que d'être présent en ligne, mais il est surtout question de maintenir l'activité, d'améliorer les relations avec la clientèle et d'optimiser les process. Et pour répondre à la question, donc la digitalisation peut grandement faciliter l'accès au marché pour les jeunes entrepreneurs marocains en leur offrant bien sûr des outils et des plateformes numériques pour promouvoir et vendre leurs produits ou services à moindre coût. Donc, les avantages de la digitalisation d'une entreprise pour les jeunes entrepreneurs sont nombreux. Donc, on doit citer entre autres la possibilité pour une entreprise d'élargir sa frontière en supprimant bien sûr toute notion de distance. Cela revient à dire que la dématérialisation des contenus permet d'atteindre un public plus vaste, donc aussi bien local, national ou international. Aussi la transmission de l'information se fait en outre de manière instantanée, donc le partage de contenu, la possibilité de les modifier à tout moment, favorisant la collaboration entre les membres du personnel et les collaborateurs, et aussi on peut intégrer les partenaires. Donc on peut également citer parmi les bénéfices de la digitalisation de l'entreprise le gain de temps qu'elle permet en rendant certaines opérations automatiques. Et enfin, le risque d'erreur est réduit car les anomalies sont plus simples à détecter et à réparer quand on passe au digital. C'est clair, monsieur Adil, on a compris qu'aujourd'hui la digitalisation, surtout par rapport à l'entrepreneuriat, a donné aux jeunes un accès très très important, surtout pour les jeunes étudiants, pour les fraîchement diplômés. Aujourd'hui, ils ont l'accès afin de créer leur propre entreprise et d'effectuer des achats et de ventes en ligne à travers ce qu'on appelle le e-commerce. C'est toute opération d'achat et de vente qui s'effectue en ligne. Donc, même en tant qu'étudiant aujourd'hui, il peut mettre en place des produits à travers un site ou à partir de marketplace de Facebook ou tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui vous donnent également la possibilité de mettre en place vos produits et de les vendre sur les réseaux sociaux. C'est une grande opportunité aujourd'hui que la digitalisation ouvre aux étudiants, aux fraîchement diplômés ou pour les personnes qui ont trouvé des difficultés afin de trouver un emploi dans le secteur public ou privé, ou même ceux qui travaillent sur le secteur public ou privé et qui ont également
l'intention et l'aspect entrepreneurial qui veulent démarrer le projet. Aujourd'hui, ils ont un accès très, très, très facile afin d'accéder par la grande porte ouverte du e-commerce et de mettre en place leurs produits ou bien services et de les vendre quotidiennement à leurs clients. Donc ça, c'est vraiment un volet très important et un aspect qu'aujourd'hui les citoyens doivent avoir conscience sur ce volet-là. Également, de notre part, en tant qu'institution, administration, école, banque, assurance et toute institution, elle est aujourd'hui censée d'ouvrir la porte, d'organiser des conférences, des sujets, des débats afin de mieux comprendre le sujet et afin de faire sortir des recommandations pour qu'on puisse tous ensemble développer le sujet de l'entrepreneuriat côté de digitalisation. Merci, Monsieur Adil, pour votre intervention. Je passe directement à Monsieur Lalwani. Bonsoir, Monsieur Lalwani. Vous êtes un banquier, vous travaillez dans ce secteur-là, vous êtes un conférencier, vous êtes le chef de la commission économie et recherche entrepreneuriat dans le Centre marocain des jeunes pour les études stratégiques. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Monsieur Ayman. Bonsoir à tous vos invités. Merci pour cette présentation et ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter ensemble ce thème d'actualité pour moi et pour tout le monde qui est la digitalisation. Excellent. Comme vous savez, je voudrais juste, avant que vous démarrez, pour qu'on puisse un peu cadrer la discussion, on va discuter certainement avec vous et on va profiter de l'occasion que vous êtes là, la digitalisation et les banques marocaines. On voudrait en premier temps, si vous permettez, de savoir en quoi la digitalisation a certainement transformé l'expérience des clients au sein des banques marocaines, notamment en termes de services en ligne. Vous savez très bien qu'auparavant, les clients ils étaient dans l'obligation et l'invitation et censés de se déplacer vers les agences bancaires, également aux administrations, afin d'effectuer toute opération bancaire. Aujourd'hui, avec la digitalisation de services en ligne, il y a beaucoup d'accès. Je vous donne la parole afin de nous clarifier cette transformation-là du classique vers la digitalisation. Allez-y, monsieur. Avec plaisir, monsieur Zakaria. Comme vous savez, la digitalisation est un phénomène global qui touche toute la sphère de la société moderne. Au Maroc, bien sûr, ce processus a pris de l'ampleur au cours des dernières années, affectant plusieurs secteurs, notamment l'administration publique, l'éducation, la santé et la finance. Le Maroc qui a intégré la digitalisation dans sa stratégie de développement économique et social, en mettant en place, bien sûr, plusieurs politiques comme vient d'être avancé par M. Youssef Lacha, les initiatives telles que Maroc Digital, et ce, en connaissance des bienfaits ou des avantages de la digitalisation, dont notamment l'amélioration de l'efficacité administrative en général, car l'introduction des services publics, elle permet de réduire les délais de traitement et dossiers et l'amélioration d'accès aux services tels que l'ensemble des démarches pour l'obtention des documents. Il y a aussi des avantages liés à l'inclusion financière pour les gens qui résident dans des zones enclavées, puisque ces services numériques, grâce bien sûr au mobile banking, au paiement électronique, il permet à cette population dans les endroits d'accéder aux services bancaires. Il y a aussi la dynamisation du secteur privé et la création d'emplois et d'opportunités pour les jeunes. Revenons à votre question plus précisément pour le secteur bancaire, M. Ayman. La digitalisation, elle avait un impact très, très clair sur l'expérience des clients au sein des banques marocaines. Bien sûr, cette digitalisation a pris de l'ampleur de plus en plus importante, comme vient d'être cité, après la période de Corona et la période post-Covid, ce qui a suscité une mobilisation globale pour réussir ce grand chantier de digitalisation. Oui, c'est bien fait pour les clients et pour les banques elles-mêmes. C'est bien fait qui peuvent être répartis en plusieurs points. Le premier point, comme vous avez cité, c'est l'accessibilité accrue, car grâce à ces plateformes en ligne ou sites web lancés ou mis à la disposition des clients bancaires, ces clients, ils ont la facilité, ils peuvent accéder facilement à leur compte, effectuer des transactions à tout moment et depuis n'importe
que leurs droits. Cela évite la nécessité de rendre physiquement en agence pour des opérations qui sont courantes. Donc, ça permet, comme on a dit, une accessibilité accrue aux fluides pour ces clients sans perdre de temps et de l'énergie et de risques. Bien sûr, il y a aussi la dématérialisation des services bancaires, tels que la consultation de soldes, les virements, les paiements de factures, la gestion des comptes, car désormais, on assiste à une dématérialisation des services et les clients peuvent effectuer via des applications mobiles ou des sites web, simplifiant ainsi le quotidien ou les opérations quotidiennes qui nécessitaient auparavant un déplacement physique et une perte de temps. Pour les opérations, il y a aussi des opérations qui étaient auparavant impossibles de les réaliser à distance. On assiste aujourd'hui, actuellement, même les opérations de bourse peuvent être réalisées sur votre portable ou votre smartphone avec toute l'importance qu'il requiert. Aussi les paiements par portable, les wallets, un tas de services online qui ont facilité aux clients l'accès à ces services bancaires. Et par la suite, une rapidité dans des transactions, car ces processus qui prenaient du temps en agence, comme le traitement des virements et la validation des opérations, sont actuellement quasi instantanés, améliorant la réactivité et l'efficacité des services. À un instant, vous pouvez effectuer un ordre de virement à n'importe quelle personne et une disponibilité 24 heures sans 24 heures. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'agence ouvre ses portes et que le caissier ne soit pas كما كنقولوا ما يكونش عنده شي حاجه اللي كيدير باش يقدر يدوز لك هذيك لي زوبيراسيون ديالك. une fois tu décides de faire une opération, tu as toute la liberté d'accéder à ton compte bancaire et effectuer n'importe quelle opération. On est indépendant. Bien sûr, une indépendance. Donc, il y a une personnalisation et un suivi de votre dossier. Ça, c'est pour les banques, car grâce aux données collectées par les banques, les informations réalisées au votre centre d'intérêt pour certaines opérations bancaires donnent une idée sur les banques ou les gens qui travaillent dans le back office sur vos comportements. Les services en ligne qui sont devenus de plus en plus personnalisés offrent des recommandations ou des offres spécifiques en fonction de votre comportement et de votre besoin client. La nature des opérations que vous effectuez ou des consultations donne une idée aux gens au back-office sur vos intérêts ou votre besoin. Et il leur donne la possibilité de vous offrir les offres ou les services qui sont en cours de commercialisation. En termes de sécurité, la digitalisation, l'expérience de la digitalisation a montré que ce service il est plus sécurisé que l'ancien, je ne dis pas l'ancien modèle, mais que le modèle existant, car la digitalisation permet de renforcer la sécurité de transactions via des systèmes de cryptage et d'authentification et d'autres mécanismes de protection de données, assurant ainsi aux clients une plus grande confiance de ces services en ligne. Parce que, comme vous savez, qui dit banque, il dit un risque de manipulation de fonds, un risque d'erreur, un risque de sécurité des données. Avec la digitalisation, le degré de sécurité il est plus élevé et le degré de risque est moins élevé. Aussi une bonne chose, la digitalisation présente aussi une bonne chose pour le client ou pour un consommateur, c'est la réduction des coûts et des frais. Les coûts et les frais pour un client, l'accès à ces services réduit les frais, dans la plupart du temps réduit les frais bancaires associés à certaines opérations qui réalisées en agence, comme les virements et les consultations et les demandes de certains documents, qui les incitent davantage à utiliser ces canaux digitaux. En se servant de calcul de consommateur. Car, comme vous savez, pour un consommateur, les coûts et les frais sont plus déterminants dans leur choix.
C'est Aussi, juste, un juste. troisième, un dernier point, monsieur Zakaria, c'est celui des services clients réactifs, c'est les canaux numériques offerts dans les sites web de ces banques qui sont de plus réactifs à travers des chatbots et des packs et des services de messagerie intégrés qui facilitent ainsi la résolution rapide des problèmes. À titre d'exemple, une réclamation auparavant, si c'était un déplacement à l'agence, au siège, au service réclamation, pour effectuer une réclamation, être muni de documents tel et tel et tel et tel. Actuellement, vous pouvez à votre maison utiliser votre téléphone smartphone, rédiger la réclamation comme vous la voulez, elle est à destination en instant T. C'est clair, monsieur. Merci. Merci, Je tiens à vous Zakaria. remercier d'avoir bien détaillé ce volet-là qui concerne la digitalisation par rapport aux banques marocaines, de la transformation des banques classiques vers la banque digitale aujourd'hui. C'est vrai, tout juste, toute opération aujourd'hui peut être effectuée en ligne. Comme auparavant, les citoyens devaient se déplacer aux banques, aux administrations, aux assurances afin d'effectuer. Aujourd'hui, on a les applications mobiles qui donnent plusieurs possibilités, soit aux entreprises, soit aux particuliers, afin d'effectuer les opérations bancaires et même de faire le suivi. Il y a un numéro pour le CRC. Donc, beaucoup de choses. Mais bien sûr, il y a toujours des défis, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des attentes, il y a toujours des objectifs qu'on doit travailler là-dessus afin d'améliorer le processus pour qu'on puisse garantir la fiabilité et la sécurité en plusieurs volets. Je passe directement à Monsieur Akram Ougri. Je tiens à vous remercier d'avoir assisté malgré vos contraintes. Si vous pouvez juste ouvrir le micro. Bonsoir, Monsieur Akram. Oui, salam alaikum, c'est Ayman. Bonsoir tout le monde. Shukran Ayman pour l'invitation. Ça fait plaisir de faire des nouvelles connaissances ou d'élargir le réseau. Donc, j'étais en train de vous envoyer des invitations sur LinkedIn. Donc, Ayman, merci beaucoup. Je vais me présenter très rapidement. Donc, Isbeli Akram Ougri. Je suis entrepreneur depuis quelques années maintenant. De base, je suis ingénieur commercial de formation où j'ai eu l'occasion depuis quelques années, depuis à peu près 3 à 4 années, de collaborer avec des écoles sur des sujets de formation. Et justement, le sujet que nous avons évoqué ensemble, Zakaria, avant la réunion, c'est la digitalisation de l'enseignement. Exactement. Je voudrais vous poser directement deux questions directes. Comme ça, je peux vous libérer par la suite. Vous faites de l'enseignement et également vous êtes un entrepreneur. Vous travaillez sur beaucoup de sujets côté volet de digitalisation. Ça se propos, on voudrait savoir sur ce volet-là, comment vous voyez surtout la digitalisation sur le milieu rural. On sait très bien sur le milieu urbain, la digitalisation par rapport aux écoles privées, l'enseignement supérieur a beaucoup développé, il y a beaucoup de logiciels, il y a beaucoup d'intranets que les étudiants peuvent accéder, de trouver des cours, d'assister avec des réunions avec leurs professeurs. Le système a vraiment beaucoup développé. On voudrait savoir maintenant sur le milieu Bien sûr. rural comment la situation elle est, comment peut-on la développer et comment la digitalisation peut nous apporter des solutions directes sur ce volet. Première question. Bien sûr. Deuxième question directe, je voudrais savoir sur les deux volets, quelles sont les compétences qu'un professeur ou un formateur peut avoir pour avoir les compétences nécessaires en termes de digitalisation pour donner le mieux aux étudiants. Merci. Très bien, très bien. Shukran, Ayman. Euh, donc, effectivement, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Si زعما on veut lier le milieu rural واحد le phénomène هو la précarité. Il y a des gens qui sont dans un milieu rural sont généralement des gens qui sont en situation précaire. أول حاجة avant de ne pas avoir accès à l'infrastructure pour se déplacer, les écoles de proximité, etc., ils ont déjà le problème le revenu. Ce sont déjà des gens qui ont un très faible revenu. Donc, comme l'enseignement, il y a aussi l'énergie. Donc, c'est des gens qui ont un problème d'électricité, d'eau, etc. Et du coup, en termes d'égalité, mais ils n'ont les mêmes chances que les gens qui sont dans des endroits, on va dire,
plus structurés, avec des infrastructures, on va dire, déjà mis à leur disposition. Donc, le problème les inégalités, pardon, aujourd'hui, des efforts, la transition énergétique ou la numérique peuvent réduire ces inégalités. Donc, aujourd'hui, je vais donner juste mon avis. C'est une pensée personnelle. Est-ce qu'elle est correcte ou elle n'est pas correcte? Je ne sais pas. Mais mon avis personnel, on va raisonner en termes de résultats et en termes de coûts. Aujourd'hui, si je prends l'exemple les collèges ou les lycéens, c'est qu'ils tapent, qu'il y a des gens qui tapent 30 minutes, 1 heure pour arriver à l'école. Chaque jour, c'est difficile, ça représente un coût parce qu'il y a des gens, les endom de transport, d'autres personnes qui ont des petits bus ou des taxis, le village, et pour assister chaque jour des cours. Aujourd'hui, la digitalisation pourrait réduire la charge de déplacement. Certains cours peuvent être digitalisés. On n'est pas obligé d'assister chaque jour les cours et on peut apprendre de chez soi. Bien sûr, il va falloir un petit peu de moyens, à savoir Internet. C'est les éléments de base, Internet, l'équipement, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le problème d'Inqas, il y a quand même une couverture Internet dans pas mal d'endroits parce que qu'il y a une guerre économique entre les opérateurs où tout le monde est en train on va dire, de mettre des câbles télécoms partout pour conquérir de nouveaux marchés. Donc, je pense que, parce que c'est du privé, je pense, Internet. L'équipement, oui. Je pense que, voilà, aujourd'hui, les élèves, leurs parents chez le tablette ou même sur WhatsApp, ils peuvent assister les cours ou pour des gens qui ont pu faire un petit peu d'économie, un nombre des PC. Mais si je prends l'exemple des collégiens et les lycéens, si on réduit la charge des déplacements, la charge, on va dire, de l'information des canatérums, et on peut la digitaliser et alléger un petit peu le contenu de la formation et alléger les déplacements, on va leur rendre un service kbir. On va leur rendre un grand service et peut-être l'efficacité un résultat meilleur. C'est le même exemple le télétravail. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être au bureau pour être productif. Il y a des métiers que nous, on est présent 8 heures, on est 2 heures. C'est la même chose que l'école. On n'est pas obligé d'être à l'école pour apprendre. Évidemment, il faut le changement, il faut l'accepter, il faut le mener. Donc, la même chose, un étudiant qui est engagé ou qui a envie d'apprendre, ou un élève, les élèves, ils peuvent même de leur maison apprendre et comprendre, ou ils sont très productifs en termes d'apprentissage et d'amélioration de la connaissance. Ça, d'une part. Donc, c'est une pensée. Je suis en train d'imaginer un scénario d'une école qui va digitaliser certains cours, ou à chaque fois, il la présence physique. Bien sûr, le système hybride pour que ce soit réussi. Le télétravail. 5 jours, une matière, je dis n'importe quoi, faire 10 cours un semestre, on peut faire 8 cours à distance et 2 cours à distance. Il faut un petit peu d'encadrement, un petit peu de mentoring, d'accompagnement de proximité, mais si 100% des cours sur place. J'étais fait le voyage en 2021 pendant la période de Covid. مشيت لواحد l'auberge ديال واحد les Européens. C'est une famille qui a 3 enfants. Le petit a 5 ans, le plus grand, oui, le plus grand a je pense, sixième, je crois, 16 ans. Donc, l'aîné, il y a la fille de l'homme, elle a obtenu son bac, ou que l'homme qui à distance. Même Montpellier, qui joue, maman, 4 qui à distance, ou même les examens qui donnent en distance. Il y a de la flexibilité. C'est un exemple, parce que Imsouane, c'est une zone rurale, éloignée, etc., etc. Donc, ça d'une part. Donc, par rapport à la deuxième question des compétences en numérique, aujourd'hui, la compétence, pardon, des ressources qui peuvent former en numérique, aujourd'hui, qui n'a de la nouvelle discipline, qui vraiment, elle doit être prise en considération. C'est l'expérience de l'apprenant.
Qu'il l'expérience utilisateur, qu'il l'expérience client, mais qu'il également l'expérience de l'apprenant. Aujourd'hui, il faut comprendre les concepts de la nouvelle discipline. Pourquoi? Pour maximiser l'engagement de l'apprenant et pour maximiser l'interactivité. Yani, si je suis dans une classe, aujourd'hui, les nouvelles tendances, l'enseignement ou la formation, c'est d'introduire un petit peu les jeux ludiques, la gamification, parce que c'est un petit peu le rythme où les apprenants qui se ou qui s'impliquent. Et parfois, on est surpris parce qu'on a traité de l'école, j'ai enseigné le groupe des étudiants, fait quelques éléments perturbateurs, mais lorsque j'ai introduit les jeux ludiques, j'étais surpris, j'ai découvert que parfois les éléments perturbateurs, parfois tu sais que c'est des gens qui sont très intelligents, le cours qui est un petit peu pénible, et ils s'ennuient, ou dès que j'ai commencé à faire de la perturbation, lorsque j'ai introduit les jeux ludiques, j'ai senti que nous plus investis, plus impliqués, ils ont réussi le jeu d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un exemple. Et du coup, la même chose aujourd'hui pour le digital pour réussir la digitalisation des cours, il faut que NES qui vont concevoir le contenu de formation dans une plateforme digitale, ce qu'on appelle les LLMS, les Learning Management System, ils doivent prendre en considération l'expérience de l'apprenant pour maximiser l'interactivité et l'engagement. Comment? Aujourd'hui, le contenu doit être varié, qu'il y ait des sections texte, des sections images, des graphes, des vidéos, des challenges, des concours, des questions. Et aujourd'hui, il faut également changer les méthodes de rédaction de contenu, innover, etc. pour réussir à de la transition. Et je pense que ça va venir. Récemment, j'ai vu le programme étatique qui a été annoncé, le Digital Lab. Ils sont en train de sourcer les projets, faire de le sens. Et bien sûr, avec un peu plus d'efforts, ça va se passer, Inch'Allah, et on va atteindre le niveau. C'est clair, Monsieur Akram. Je vous remercie pour ces informations pertinentes que vous avez partagées avec nous. On sait très bien que vous faites de l'enseignement, vous travaillez sur le sujet de la digitalisation. C'est à ce propos que vous avez partagé avec nous votre point de vue qui est basé sur votre expérience terrain sur le sujet. Je tiens à vous remercier pour d'avoir assisté, malgré les contraintes du temps. Merci énormément. Très bien, avec Avec plaisir. plaisir. Merci. À bientôt. Merci. On prend معكم 2 minutes ou après vous m'excusez. N'hésite pas à organiser un café avec les collègues. On peut échanger plus ouvertement et on dit une nouvelle connaissance. Donc, je pense que Gaël et Juan ils sont à Casa. Exactement. Effectivement. Donc voilà, Imen, cancel Krawa. Avec plaisir. Bien sûr, sans faute. C'est un grand plaisir. Du plaisir. Et alors, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Akram. Monsieur Youssef Larcha, je reviens vers vous pour discuter cette fois-ci la rapidité, l'accélération et la vision stratégique. Vous savez très bien que, d'après avoir discuté les différents volets, on a parlé de l'éducation, l'entrepreneuriat, les banques, les assurances, les administrations, toutes les institutions de l'État sont aujourd'hui engagées pour faire réussir ce projet de la digitalisation. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment peut-on rendre cette transformation plus rapide. Ça veut dire qu'on aura certainement besoin d'une infrastructure digitale qui peut supporter cette vitesse parce que aujourd'hui on n'a plus le temps, on peut plus patienter. Parce que, comme vous savez, tous les pays du monde aujourd'hui ils sont engagés vers une réussite qui est liée avec la clé de la digitalisation. Et en tant que pays du Maroc, on est conscient de cette responsabilité, mais certainement on a besoin d'accélérer le maximum la vitesse pour réussir tous ensemble ce projet-là de la digitalisation vers les différents secteurs. Et on voudrait savoir de votre part quelles sont les infrastructures digitales qu'on peut avoir prochainement et qu'on a aujourd'hui qui peuvent nous aider à développer et rendre plus rapide le processus de la digitalisation au Maroc. Monsieur Youssef. Bien. Oui, bien sûr, c'est même. Le Maroc, donc, pour renforcer le projet de digitalisation et pour aller un petit peu plus loin, il faudra de l'infrastructure digitale.
Mini كنهضروا على l'infrastructure digitale, on parle de choses physiques comme des choses qui ne sont pas physiques. Les choses physiques, c'est l'infrastructure de télécommunication, c'est-à-dire en fait les opérateurs, ils aident en fait sur accélérer le déploiement en fait à la fibre optique sur les villes, dans toutes les villes et dans tous les quartiers. On le voit actuellement sur Casablanca. Il y a une guerre féroce en fait entre les opérateurs. Il faudra que cette guerre-là puisse s'étendre à beaucoup plus de villes et aussi vers les zones rurales, parce que le monde rural, il est pour le moment en fait pas connecté de la même façon. Il y a beaucoup de difficultés en fait à le connecter en fait. On a La fibre optique. deux vitesses différentes entre le Bien milieu urbain sûr, et le milieu rural. bien sûr, parce que sur le milieu urbain, en fait, si vous l'avez vu tout un chacun, en fait, chaque opérateur il y a eu en fait, c'est-à-dire le plan de Casablanca, chaque opérateur, en fait, il s'est occupé d'un quartier selon en fait des accords. Et donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, quand tu sais que ce quartier-là, donc délimité, est limité, en fait, donc tu travailles et c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que il y avait avant en fait donc les tuyaux تاع النحاس اللي كانوا كيديروا الانترنت ADSL auparavant. Ce sont ces mêmes tuyaux où à côté on peut ajouter en fait la fibre optique. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour le côté rural? C'est de renforcer la 5G. C'est pourquoi en fait il faudra que le Maroc et les opérateurs doivent, excusez-moi juste un instant, doivent en fait déployer la 5G le plus vite possible. C'est-à-dire la 5G, pourquoi? Pour le monde rural et pour le Maroc qui s'étend sur 3000 km. C'est-à-dire qu'il faudra que aussi au Sahara, à côté de Dakhla, je puisse avoir en fait, je puisse en fait accéder à Internet. Et aussi en fait, il peut y avoir en fait d'autres solutions comme solution, c'est-à-dire que le pays puisse faire rentrer la solution comme Starlink Elon Musk surtout pour les zones rurales, c'est-à-dire lui donner en fait la possibilité à quelqu'un qui habite pour qu'il puisse avoir en fait le matériel Starlink pour qu'il puisse accéder à Internet. Deuxièmement, donc renforcement en fait à la fibre optique par Smicho, elle essaie en fait avoir la vision le plus vite possible. Pourquoi? Parce que nous avons des événements en fait qui vont venir. 2025 pour la CAF, 2030, les yeux du monde entier en fait vont nous capter en fait. Deuxièmement, en fait, il faudra renforcer les centres de données, ce qu'on appelle les data centers. Les data centers, c'est quoi? En fait, ce sont les grands en fait, serveurs en fait, qui vont encourager l'implantation, encourager en fait les échanges, c'est-à-dire les données qui puissent être emmagasinées. Il faudra des data centers dans chaque région. Il y a des data centers en fait entre l'axe Casablanca-Rabat. Il y en a, je pense, 2 actuellement, mais il faudra que ces data centers puissent Doivent être déployés sur plusieurs villes. oui, voilà, effectivement. Pourquoi? Parce que quand on va lancer en fait la 5G et quand on va lancer en fait la fibre optique en fait sur les zones rurales, à Bni Mellal, à Oujda ou la Al-Rachidia, il faudra des data centers qui puissent être proches de les centres. Donc, la première base, c'est l'Internet. C'est qu'elle doit être diffusée Bien sûr, sur tout le voilà, territoire. Internet تكون diffusée إما diffusée par la 5G ou la diffusée par Smicho. Donc Par la pour fibre. باش يعني avant de ramener la fibre optique le monde rural, il faudra la 5G. Et donc la 5G باش سميتو ملي كتقول la 5G, c'est beaucoup de données, c'est-à-dire il nous faudra beaucoup de données. Pourquoi? Parce que il y aura des besoins. Si أكرم اللي كان معنا كنهضر على سميتو على سميتو على مثلا les écoles اللي غادي يدخلوا مثلا إلا كانت une école ou plusieurs écoles sur واحد la région qui utilisent la 5G avec beaucoup de données, خاصهم فين يحطوهم. Donc فين يحطوهم le سميتو dans un data center. Il faudra qu'il soit le plus proche possible. Et donc Même le data peut être déployé pour voilà. les administrations, les tribunaux. فوالا هذاك الشيء كامل باش هي غادي يولي عندنا داك الكلاود كومبيوتينغ, c'est-à-dire غادي يولي عندنا واحد لو سونتر qui propose
هذوك لو دوني محطوطين في واحد البلاصه اللي قريبه لينا، ماشي في الدار البيضاء. مثلا اذا كنت في الرشيديه اللهم يكون عندي واحد لو داتا سنتر اللي قريب ليا وما يكونش بعيد في الدار البيضاء. بوركوا؟ بور لا فاسيليتي اي بور باش يعني بور افوار لانفورماسيون لو بلو فيت بوسيبل، يعني pour ne pas سميتو. Aussi, améliorer la cybersécurité, ça c'est normal, c'est-à-dire améliorer par les dollars, ça te des stratégie, lois, voilà, une stratégie de loi process, comme, voilà, et des process comme la RGPD, c'est-à-dire le protection des respect, données. voilà, la protection de données qui se trouve par exemple à l'instar du RGPD en Europe. C'est essentiel d'établir la confiance des utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs. Donc, من غادي يكونوا غادي خاص تكون هاد سميتو de l'amélioration، خاص تكون هاد l'assurance comme quoi en fait les données اللي غادي نعطيها انا يا اما انا école ou la institution ou la des données de santé. Tout cela ce sont des données qui sont سميتو اللي خاصهم يتبروتيجاو. Vous savez pourquoi, Et monsieur, excusez-moi de ouais, vous avoir interrompu, vous savez pourquoi je vous ai posé la question concernant les infrastructures digitales? C'est ouais. parce qu'aujourd'hui, on a toujours des contraintes, surtout sur le volet de la cybersécurité. On trouve des banques qui trouvent des difficultés pour sécuriser leur système cybersécurité. On trouve également des sites de paiement pour la nourriture et pour les achats en ligne que les gens trouvent entre-temps, des paiements qu'ils n'ont pas même effectués et qui trouvent que leur carte bancaire a effectué des transactions sans avoir leur permission, la chose qui détermine et qui confirme certainement que le système de cybersécurité n'est pas assez développé pour ces institutions et ces administrations-là, et qu'aujourd'hui, ils sont invités et censés de développer leur process le plus tôt possible parce que on est vers un développement très engagé, très sérieux, et ils sont également invités de prendre la même cadence que notre royaume est là. فوالا علاش تو سامبلومون حيت ملي غادي نحلوا لا 5 جي وغادي تكون دابا لا 5 جي. اون بارل ميتنون في لوروب اي اوتر بار دو لا 6 جي. c'est-à-dire غادي يكون واحد لو فلو énorme d'informations, que ce soit sur les sur les paiements, là, que ce soit les réseaux sociaux. Et donc là, il y a toujours en fait de la donnée de cette personne-là, c'est que ce soit de la donnée bancaire, de la donnée en fait d'identité. Et donc c'est un et aussi en fait ce que chaque personne en fait consulte. C'est-à-dire tout ça, c'est logué, tout ça, Internet, nous savons que Internet n'oublie pas, mais tout ça, c'est logué. Donc, il y aura beaucoup plus de données, de data que tout un chacun va émettre ou soit recevoir. Et donc, tout cela, c'est-à-dire dans l'émission, la réception, ça devient en fait de ma propre sécurité. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir ce que les autres, ce que je consulte comme, ce que je consulte comme ressources, et je veux que ces ressources, par exemple, quand je fais des paiements, doivent être sécurisées. Donc, l'amélioration de la cybersécurité, ça, c'est un chantier très important. Il ne faut pas le prendre à la légère. Accroître l'inclusion numérique. Accroître l'inclusion numérique, c'est-à-dire que subventionner les dispositifs à l'accès à Internet. C'est-à-dire, هضر عليها سي أكرم اللي كان قبل منا، هي أن الدولة خاصها مثلا في هذا البروجي تاع مدارس الرياضه ولا سميتو، ملي غادي تكون مثلا واحد المدرسه تاع الرياضه في واحد في سميتو في دون لا كومباني ماروكان، من هذاك الدري ولا هذيك الفتاه المتمدرسه غادي تشوف بان elle peut être beaucoup plus سميتو تكون تجتهد اكثر بسميتو بالانترنت وبواحد البيسي، ولكن il n'y a pas les moyens suffisamment pour العائله ولا الوالدين باش يشروا لها ان بي سي ولا باش ياخذوا لها اون كونيكسيون انترنت. هنا الدوله خاصها سميتو. علاش؟ باش نبقاو في هذاك لو شيء. Ah voilà, elle doit intervenir, elle doit faciliter les paiements, elle doit faciliter سميتو, elle doit faire pour chaque خاصو يكون عنده un PC في الدار. C'est légitime. علاش؟ حيت ملي غادي سميتو غادي يقول جو سوي بوكو بلو بيرفورمون اي سا فا لو روندر. غادي تقرب هذاك التلميذ اللي كاين سميتو في الباديه في المغرب، اللي غادي تقربوا، اللي غادي تخليه كيف تما كيف كازا، كيف الرباط. Et donc aussi développer les infrastructures dans les zones rurales. حنا كنرجعوا لها toujours les zones rurales, développer les infrastructures. تمشي la 5G, les opérateurs يتعطاوهم سميتو، يتعطاوهم le feu vert pour que la 5G puisse parvenir à la population rurale et reculer. Et aussi dernièrement باش ما نطولش عليكم, promouvoir la formation
aux compétences techniques. هضر عليها السي أكرم وهضرتوا عليها en fait في la partie en fait par exemple si on prend l'exemple تاع سميتو تاع l'éducation تاع la formation, il faudra que ça soit en fait هذاك le professeur ولا que ça soit donc l'apprenant خاصهم بجوج يتفورماو. le professeur خاصو يتفورما على les outils اللي غادي تقدمهم ليه من الوزاره ولا هذيك المدرسه الرائده اللي باش يعرف كيفاش يستخدم هذوك les outils pour apprendre à l'apprenant. Et l'apprenant aussi, il faudra qu'il puisse savoir بأن هذاك l'outil اللي كيسميتو راه ce n'est pas juste pour aller consulter Google ولا باش تكونيكت للفيسبوك. Non, c'est un outil de سميتو, c'est un outil d'éducation اللي خاصو اللي خاصو يحافظ عليه, خاصو يعرف سميتو, خاصو يعرف شنو هما les dangers parce que هذاك l'étudiant il est ما عندوش باقي ما عندوش 18 عام, donc il y a beaucoup de dangers sur internet, il faudra qu'il fasse attention à ça. Voilà, et les enjeux sont très smichaux, donc c'est dangereux. Donc la formation toujours, la compétence, que ce soit pour les apprenants ou là pour que ce soit pour les professeurs ou les smichaux. Et donc et aussi باش ما نديرش عليكم faciliter باش نديروا باش نحطوا هذا vraiment باش نتلونساو كيما قلت قبيله راه كاين هذاك لو بروجي تاع Maroc Digital 2030, faciliter l'accès au financement pour l'innovation, c'est-à-dire accompagner les PME, les TPME, encourager l'investissement fait سميتو et les accompagner et d'être avec le facilitateur, نكونوا واحد سميتو واحد une sorte de triangle public privé PME, تكون واحد l'encouragement de l'investissement باش pour permettre à ces PME là, parce qu'il y a plein d'idées de digitalisation qui est maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est chaque jour en fait d'énormes projets et d'énormes idées en fait qui foisonnent comme ça en fait, c'est-à-dire que chaque jour il y a des choses en fait qui apparaissent utilement pour la digitalisation. Donc encourager l'investissement pour les PME, pour la petite économie, les startups, pour pouvoir en fait qu'ils soient en fait les fers de lance. Les startups, ça sera que les startups, les TPME, les PME, vont mal les fers de lance pour l'État, pour la digitalisation et pour assainir la digitalisation pour le Maroc 2025 et le Maroc 2030 en définitive. C'est clair, monsieur Youssef. Espérons que la prochaine occasion, que nous discuterons pas que pour la 5G et qu'on va certainement dépasser ce volet-là parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de l'intelligence artificielle, la blockchain, il y a beaucoup de process, de technologies. Effectivement. Heureusement et malheureusement, on a réalisé beaucoup de projets, mais également, on a toujours un problème de connexion. Si aujourd'hui, on veut même exécuter une mission, une tâche, on pense si on va se déplacer au milieu rural, est-ce qu'on aura vraiment un accès à l'Internet pour réaliser nos projets, nos recherches scientifiques et beaucoup de choses. Ce sont parmi les contraintes qu'aujourd'hui on est en train de parler, qu'on essaie de dépasser et de réaliser le plus tôt possible. Je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, on doit dépasser par hypothèse le point de l'Internet et passer par la suite de l'intranet, l'extranet et la blockchain, l'intelligence artificielle, beaucoup de projets qui sont mis en place. On est là pour suivre cette technologie et ce process-là. Merci, monsieur. Monsieur Adil, je reviens vers vous maintenant pour un point qui est très important. Comme vous savez, vous avez travaillé sur les volets de l'entrepreneuriat, les programmes d'innovation, les programmes d'accompagnement. On a parlé en premier temps de la digitalisation par rapport à l'entrepreneuriat. Un grand aspect, comment la digitalisation peut donner l'accès aux jeunes entrepreneurs pour trouver leur place sur le marché par rapport à la concurrence accrue. Maintenant, on voudrait savoir quels sont vraiment les outils numériques que nous pouvons utiliser et que les jeunes entrepreneurs peuvent utiliser et que les programmes de financement peuvent mis en place afin d'aider les jeunes promoteurs, les jeunes porteurs d'idées, de les réaliser sur le terrain. On a passé par plusieurs programmes, Mukawil Dachi, Intelaqa, Forza, etc. Mais ces programmes-là ont dépassé le point des outils numériques. On voudrait savoir de votre part si on aura prochainement et certainement un programme de financement parce que le programme de Forza, il est vers la fin. Il a eu bien sûr ses points positifs, négatifs. On discutera ça par la suite. Mais si on aura certainement un projet par la suite, quelles sont vos recommandations pour des outils numériques qui peuvent nous aider à réaliser des projets de digitalisation pour les jeunes porteurs d'idées? À vous la parole, M. Ali.
Merci, Ayman. Donc, pour répondre à votre question, donc pour moi, l'outil le plus indispensable pour la digitalisation d'une entreprise, surtout dans le début d'un jeune entrepreneur, c'est un site Internet. Donc, au niveau de Dalmokawil et dans mon périmètre de travail, donc on essaie toujours d'étudier cas par cas. Donc, et l'une des missions aussi principales de Dalmokawil, c'est la mise en relation. Donc, il y a les journées experts. Donc, je vais bien détailler par rapport à votre question, mais pour les outils que le jeune entrepreneur doit utiliser pour la digitalisation dans son entreprise, donc il faut que c'est un site internet. Donc, ça dépend aussi du niveau d'instruction ديال le porteur de projet. Donc حيت حنا كيجي عندك بعض المرات شي واحد اللي نيفو d'instruction كيكون ديالو ضعيف شويه، دونك ما كتقدرش انك تعطيه دي زوتي اللي كيكونوا غيجيوه صعاب في الاول، اولا ما كيقدرش انه يجيري بزاف ديال لي شارج في لو ديبي ديالو. دونك كيف ما كتعرف on essaie toujours de minimiser les charges في le démarrage. Donc comme ça كنسهلوا شويه الماموريه على هذوك لي جون بورتور دو بروجي. مي انا بالنسبه ليا ان سيت ويب، ان سيت انترنت اللي يكون ان سيت très facile pour avoir l'accès، يكون fluide، donc avec un design attrayant et surtout visible sur le web. Donc هنايا غادي نقولوا c'est-à-dire يكون bien référencé sur les moteurs de recherche، كذلك les réseaux sociaux. انا واحد الحاجه اللي كتعجبني بزاف سورتو الناس اللي ما كيكونش عندهم ان فون د رولمون باش انهم يستعملوا دي زوتي اللي كيكوت شير، كنحاول انني اورينتيهم فيغ لو ماركتينغ انتراكتيف او التسويق التفاعلي اللي ولينا كنلاحظوا لامباكت ديالو بزاف سورتو في تيك توك. دونك باغ اكزومبل كتلقى باللي نعم سي ايمن قلتي شي حاجه ما كنسمعكش الميكرو. Je vous ai dit la présence sur les réseaux sociaux. Ça veut dire Facebook, Marketplace, bien sûr. Instagram. Mais le marketing interactif, surtout sur le TikTok, لقى واحد النجاح اللي هو كبير بزاف. Donc, on va prendre par exemple, كتلقى شي واحد il va lancer son projet, عنده une idée de projet, ou là le projet va voir le jour soit اليوم soit غدا، mais هو قبل شنو كيدير واحد la page sur TikTok. Il essaie d'avoir une communauté اللي كيحاول انه يديرها على حسب هذاك الشيء اللي غادي يلونسي، هو على حسب هذاك لو برودوي ولا لو سيرفيس اللي غادي يدير. دونك كيبدا ايتاب باغ ايتاب. باغ اكزومبل غادي نديروا واحد ليكزومبل اللي كيعجبني انا بزاف واللي كناخذو كوم ان اكزومبل، هو اللي واحد الشخص اللي كيبغي يبيع جو في دير اللي كيبغي يبيع باغ اكزومبل لي برودوي كوزميتيك بيو. دونك قبل ما كيدير لو لونسمون كيحاول على انه يعرف شويه بهذاك الشيء اللي غادي يقوم به، كيعرف بهذوك لا ماتيير بروميير اللي غادي يستعمل، شنو هي الفوائد ديالها، شنو الواحد اللي يحدي منه اللي يخاف منه، وكيفاش تفرق ما بين هذه واش مزيانه ولا ما مزياناش. لو طون اللي كتولي عندك واحد لا كوميونيتي ديك الساعه كيجي لو لونسمون ديال لو بروجي ديالك، كتكون نتايا ولات عندك واحد كسبتي واحد الثقه ديال واحد الناس اللي كيتابعوك واللي كتفاعل معاهم نتايا عبر الاسئله ديالهم وكتحاول تعطيهم بعض الاجوبه. والحاجه اللي مهمه واللي كنصح بها بزاف يعني انه ميم سي يكونوا دي زافي نيجاتيف، فالواحد يحاول يجاوب عليهم باش يبين انه كوم كوا الي امبليكي وكيبين كذلك بداك لونغاجمون ديالو فيغ لاميليوراسيون ديال هذاك لو برودوي ولا هذاك لو سيرفيس ديالو. سي كلير. دونك انا سي ايمن في لي زوتي في لو ديماراج، دونك ديما كنصح سوا لي ريزو سوسيو ولا ان سيت ويب. Mais c'est pour le site et pour les réseaux sociaux, ça c'est pour toutes les catégories de personnes et tous les âges et toutes les catégories sociaux. On est bien d'accord, parce que tous sont censés d'avoir un accès pour le marché du travail,
à travers l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneur va ouvrir directement la porte de ce qu'on appelle, entre parenthèses, le e-commerce, afin d'effectuer des achats en ligne, achats-ventes à travers un site web, la présentation sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit auparavant, ça c'est un nouveau marché qui s'est présenté aujourd'hui, qui donne également la possibilité et l'accès aux jeunes étudiants, même aux personnes qui exercent un métier. Ils ont aujourd'hui également la possibilité d'effectuer un projet en parallèle, de faire des opérations de vente par une vitrine qui peut se présenter à travers un site web ou à travers les réseaux sociaux. C'est le point qu'on a essayé d'inviter tous les programmes de financement, parce que comme vous savez, les programmes de financement ont eu beaucoup de liquidités financières. Ils ont octroyé des montants importants, surtout le programme de Intelaqa, mais on a un peu négligé, dépassé le point de la digitalisation, parce que la digitalisation, le e-commerce, la présence en ligne, aujourd'hui est devenu un point indispensable, surtout après le Covid. Toute personne aujourd'hui qui peut effectuer des opérations d'achat, la première intention qu'il aura en tête, c'est d'accéder sur son smartphone, marketplace sur Facebook, et de voir les produits et de faire la comparaison, de voir les prix et de voir la description des produits. C'est pour cela les programmes de financement qui vont se présenter prochainement sont également censés inviter de faire des formations successives sur le point que les jeunes promoteurs, les jeunes entrepreneurs doivent se présenter avec une forte présence sur les réseaux sociaux. Comme ça, ils peuvent également gagner une partie très importante des clients potentiels. Comme vous savez, aujourd'hui, les personnes qui disposent des magasins traditionnels, ils ont également aujourd'hui des sites web, des pages Facebook. Eux également ont compris que la présence sur les réseaux sociaux et la digitalisation est devenue un point indispensable. Également, à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils ont eu la possibilité de fidéliser, de faire un engagement et d'avoir un portefeuille client. Ça, c'est un point qui est aussi important pour la digitalisation par rapport au volet de l'entrepreneuriat. Monsieur Adil, est-ce que vous avez un point à rajouter sur le volet? Seulement, vous avez parlé des programmes de financement. Je viens de lire un article, donc je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, c'est le programme Red Maroc. D'accord. Red Maroc, donc c'est un programme qui va financer avec un montant entre 200 et 400 000 dirhams. Je n'ai pas bien détaillé l'annonce, mais c'est un programme concernant les startups qui opèrent dans le digital. D'accord, ok. Donc, je vais essayer de partager avec vous l'article, comme ça, si vous pouvez le diffuser dans votre page avec Certainement, avec ce monsieur webinaire. Ali. Certainement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui sont mis en place aujourd'hui, qui favorisent et qui encouragent le point de la digitalisation. On a juste souligné que si on aura également par la suite des programmes de financement dédiés pour les jeunes entrepreneurs, on aura également cette fois-ci besoin certainement d'avoir un axe principal de la digitalisation pour que les jeunes puissent comprendre que la digitalisation est devenue un point essentiel, indispensable. Comme ça, leurs idées peuvent être développées et déployées d'une manière intelligente et qui peuvent être traduites sur le terrain d'une manière très, très efficace. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des projets traditionnels, on a besoin des projets innovants, des projets qui peuvent répondre aux exigences de notre époque. Maintenant, je passe chez vous, Monsieur L'Elwani. Vous nous avez parlé de la digitalisation par rapport aux banques marocaines. On a parlé du passage des banques classiques vers la banque digitale, toute opération aujourd'hui qu'ils peuvent effectuer sur les applications bancaires. Mais quand même, ça reste des défis, ça reste des contraintes qu'on doit lever. Également, il y a beaucoup de process aujourd'hui que les banques ne peuvent pas dépasser. Est-ce que on va toujours rester sur ce volet-là parce que ce sont des processus que les banques doivent respecter en termes de réglementation en relation avec Banque Maghreb et le ministère des Finances, ou c'est juste question de temps pour qu'on puisse développer également ce process-là et d'avoir toute opération, tout document à travers nos applications et à travers le site web et à travers également les extranets qui sont à la disposition des clients, ou c'est une obligation de rester toujours en relation au centre d'affaires, aux agences bancaires pour avoir des documents hautement confidentiels.
Oui, Monsieur Zakaria, le côté de la réglementation est un point entravant l'évolution ou le développement de cet aspect de la digitalisation, comme d'autres facteurs ou d'autres limites qui bloquent ce développement ou de booster cette partie de digitalisation dans le secteur bancaire. Je commence d'abord par d'autres limites ou d'autres contraintes avant d'aborder le côté de la réglementation, notamment le fameux problème de l'infrastructure technologique qui demeure aussi insuffisante, comme a avancé les amis ou les invités de ce sujet, notamment dans les zones rurales qui restent toujours éloignées et qui souffrent d'un manque d'infrastructures et de télécommunications, qui cause un accès limité à l'Internet de qualité et par conséquent aux agences bancaires. De ce fait, des investissements pour l'amélioration de ces infrastructures s'avèrent indispensables pour atteindre cet objectif. De même pour l'adoption des services bancaires pour une certaine catégorie des clients, notamment ceux les plus âgés ou peu familiers avec les technologies, qui sont toujours réticents à utiliser les services numériques par manque de connaissances ou de confiance dans ces outils, chose qui nous oblige à adopter de campagnes ou de changer de stratégie avec notre clientèle, c'est toute cette catégorie-là, par des campagnes d'éducation et de sensibilisation à leur profit, ainsi que des formations pour encourager l'utilisation de ces services online. Donc, la simplification de ces interfaces utilisateurs et l'amélioration de l'expérience de ces clients sont également des leviers à remonter. Il y a aussi, comme a dit M. Youssef, la cybersécurité ou la cybercriminalité qui demeure un point noir dans tout ce qui est technologique et bien sûr digitalisation, car la crainte des cyberattaques et des fraudes bancaires constitue des barrières importantes et les clients et les banques sont toujours préoccupés par cette sécurité, la sécurité des transactions et la protection des données personnelles des clients. Comme vous avez dit tout à l'heure, un client qui fait une consultation au niveau d'un site web pour l'achat d'un produit et se surprend par des virements ou des achats qui sont effectués sans compte bancaire, sans connaissance de son origine, des montants importants qui sont détournés par des experts de ces cybercriminalités. Il y a aussi, parfois, on trouve la contrainte de confiance de certains consommateurs dans les services numériques, parce qu'en grande partie, on ne doit pas le nier, elle reste méfiante à l'égard des services online. Elle préconise toujours utiliser le cash, parce qu'en raison de la crainte de perte d'argent, d'erreurs techniques et de manque de contrôle par rapport à certaines opérations traditionnelles en agence, de ce fait, une campagne de communication autour de ces garanties offertes par les services numériques demeure indispensable. Un dernier point de limite avant d'entamer la réglementation, c'est la partie de l'inclusion financière, puisqu'une partie importante de la population, en particulier dans les zones rurales, n'est pas encore bancarisée. On n'a pas du tout accès aux services bancaires, ce qui limite l'adoption de ces services numériques et bloque un petit peu le développement ou la réussite du chantier de digitalisation, surtout dans ces zones. De ce fait, il faut adapter des solutions adaptées à ces populations, comme les services mobiles bancaires, accessibles via des téléphones basiques ou des applications qui sont adaptées à ces gens-là. Il y a le dernier point de celui de la réglementation. Il n'y a pas que les procédures adaptées par les banques, mais il y a aussi le cadre réglementaire des marques n'a toujours évolué au même rythme que l'innovation technologique.
parce qu'on trouve certaines lois ou règlements qui datent de la période classique qui peuvent freiner l'implémentation de ces services bancaires entièrement digitaux. Ça veut dire le côté réglementaire ou le côté de divulgation des lois il n'accompagne pas la vitesse de développement de certains chantiers, notamment celui de la digitalisation. Ça, du côté de l'État. De ce fait, la mise à jour des cadres législatifs et réglementaires pour accompagner cette innovation numérique est indispensable. Cela inclut aussi l'adoption de réglementations sur la signature électronique, la protection des données personnelles et les services financiers numériques. De leur côté, revenons à votre question, Monsieur Zakaria, les banques ils fournissent un grand effort qui a une volonté de la part des dirigeants, des hautes instances de ces banques, de booster ce chantier-là parce que ils seront obligés à le faire. Parce que s'ils ne le font pas, ils seront dépassés par d'autres concurrents, autres que les banques classiques, d'autres concurrents qui peuvent résorber ou atténuer leur part de marché dans tout ce qui est secteur financier. On voit qu'il y a des initiatives, mais elles restent toujours timides par rapport à ce qui est réalisé au niveau mondial, même en Afrique. Oui, mais c'est Zakaria. Même en Afrique, il y a des pays qui sont très, très développés en matière de digitalisation. أنا عندي des amis كاينين في لا رواندا ولا في لا غيني ولا هذا ما بقاتش شي حاجة سميتها بايمون باغ كاش. بقات كلشي كيخلص بالتليفون باغ لو سيرفيس ديال لي والد. هذا راه لي بيي سيب ساحاريان. فما بالك لي بيي d'Europe ولا d'Amérique du Nord. Donc, s'ils ne font pas aujourd'hui, ils seront obligés, sinon ils seront surdépassés. C'est clair, monsieur Youssef. Bah, comme je dis toujours, le cash est égal au secteur informel. Oui. Secteur informel dit directement qu'on ne peut plus collecter l'impôt, IRTVA. Ce qui dit qu'on ne peut plus collecter ça, ce qui dit qu'on aura un manque à gagner au niveau de notre PIB. Ce qui dit ça, ce qui dit on ne va plus injecter ça au niveau de la loi de finances de l'année N+1. Donc, c'est nous les premiers perdants. À ce propos, on doit vraiment mettre en place des stratégies pour défendre le point d'avoir des paiements en ligne et de ne plus avoir la possibilité de réaliser des paiements cash to cash, même si c'est difficile parce que les grands marchés qui se trouvent au Maroc travaillent avec le secteur informel. On parle de Derb Omar, Qorea, Derb Ghellef, Garage Ellen. Ce sont des marchés que nous pensons que c'est que nous, les Marocains, qu'on a des connaissances par rapport à ce marché-là, mais ce sont des marchés internationaux. La Chine, la Turquie, la Russie, les États-Unis, l'Europe, tous les pays au monde ont des connaissances et savent qu'il y a des marchés très importants au Maroc. À ce propos, l'administration, le gouvernement, les autres instances sont censées inviter d'avoir une conscience par rapport à ce point et de collecter le grand maximum des impôts par rapport à ces vendeurs-là qui se présentent au niveau de ces marchés-là. Comme ça, nous pouvons tous les deux gagner, soit au niveau de l'administration qui peut collecter de l'impôt, soit aux côtés des vendeurs qui peuvent avoir une réglementation, peuvent travailler dans un cadre légal, d'avoir des factures, d'avoir une déclaration CNSS, d'avoir une protection civile, d'avoir une protection juridique, d'avoir une protection commerciale, une assurance. Il y a beaucoup d'avantages que ces commerçants-là peuvent gagner là derrière. Mais à travers ça, certainement, ces vendeurs-là, ces marchés-là ont besoin de beaucoup d'initiatives, de sensibilisation, de formation, afin de faire comprendre ces parties-là que leur intérêt se trouve dans le secteur formel et non pas le secteur informel. On est vers la fin de cette conférence-là. Je tiens à vous remercier sincèrement, infiniment de votre temps, d'avoir patienté moyen de 1h30. Je vous donne 1 minute pour chacun. Si vous le dépassez, je vous coupe la parole. Monsieur Youssef El Hadja, à vous la parole. Je vous remercie. Bien sûr, en moins d'1 minute, donc je tiens pour conclure un petit peu l'échange qui était très très riche, et on a un peu parlé tous les intervenants. En fait, on a parlé en fait la Jawhar, la digitalisation, comme étant quelque chose de win-win
pour l'État, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment faire avancer la digitalisation parce que même l'État est gagnante et aussi en fait le Moaten Chawa, il est gagnant. Et donc, soutenir la transformation numérique rapide et inclusive, le Maroc doit investir massivement dans ces infrastructures, comme je l'ai dit tout à l'heure, numériques, la 5G, les data centers, la cybersécurité, l'inclusion sociale. Voilà, l'inclusion sociale. Quand on parle avec Si Youssef pour le côté bancaire et aussi pour Sirkonda Hadil, aussi en fait, la bancarisation des personnes en fait qui sont invisibles pour les banques et pour les institutions financières, que ce soit pour qu'ils puissent avoir des crédits ou que ce soit pour qu'on puisse les aider très facilement. Donc la digitalisation est un moyen qui est efficace pour améliorer cela et pour aider ces personnes. Et aussi, donc, amélioration des infrastructures, le soutien des PME est également essentiel pour positionner le pays comme étant un leader régional, ce qui est le cas, mais il faudra aller beaucoup plus. Rester un leader régional dans le domaine du numérique pour les prochains défis du Maroc. Voilà. Merci, monsieur. Merci d'avoir participé et d'être là. Je t'en prie, Simon. C'est Adil. Dernier mot. Voilà. Donc, tout d'abord, ça fait un grand plaisir d'être avec vous, d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, merci Si Ayman, merci Si Youssef. Donc, Anna, la chose qui m'intéresse, surtout d'abord, il y a plusieurs programmes qui se concentrent sur le digital, qui m'a dit Si Youssef, qui est le programme Digital Morocco 2030. Mais أنا الحاجة الوحيدة اللي ما كرهش يكون عليها واحد le focus, c'est la sensibilisation. Donc, et ça, c'est un volet qui est très, très important. Malheureusement, donc, ça, je le constate chaque jour. Donc, il y a un manque de sensibilisation, surtout vers les jeunes. Donc, أنا هذا هو le seul souci اللي عندي. À part ça, donc, Inch'Allah, راحنا غاديين في le bon sens. C'est clair, monsieur Adil. Merci énormément. Vous avez parlé d'un point qui est très important, c'est la sensibilisation. Ça reste un point crucial, un point indispensable pour qu'on puisse lever le point de la digitalisation au Maroc. Si Youssef Alouani, dernier mot. Oui, c'est Zachary, le dernier mot. En résumé, c'est pour surmonter les barrières à la digitalisation complète des processus, notamment bancaires au Maroc. Cela nécessite une approche, comme on a dit, combinée, impliquant les investissements en infrastructure, des réglementations adaptées, que ce soit étatiques ou de la part des banques, et des campagnes de sensibilisation, ainsi que des innovations dans les services numériques. Les banques, de leur côté, doivent aussi renforcer la confiance des clients et offrir des solutions inclusives et accessibles à tous les segments de la population pour réussir ce chantier majeur. C'est clair, monsieur Youssef Alouani. On est vers la fin. Encore une fois, merci à tous pour votre participation active et vos interventions pertinentes. Nous espérons que cette conférence sera suivie de nombreux autres échanges tout aussi fructueux de la part également d'autres institutions et centres qui peuvent également partager leurs points de vue, recommandations, pour qu'on puisse les remonter aux institutions constitutionnelles qui peuvent les mettre en place pour déployer d'autres programmes, d'autres stratégies qui peuvent nous aider à lever le point de la digitalisation au Maroc sur les différents secteurs économiques, sociaux, culturels. Je vous souhaite une excellente continuation et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains événements. Merci bien et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Simon. Excellente soirée, Merci, Youssef. merci à Adil. Merci à vous. Et au plaisir de vous revoir, Inch'Allah, Merci. d'autres semaines. Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.